Yo les refs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Farmers League Podcast dans lequel on va faire ensemble la preview de la troisième journée qui commence ce soir avec le déplacement de Strasbourg sur la pelouse du Groupama Stadium pour affronter Lyon. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, un petit mot rapide quand même pour ceux qui seraient là depuis le premier épisode du podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la page justement sur Spotify ou sur Apple Music. Et pour ceux qui auraient plus de facilité à écouter le podcast sur YouTube quand ils sont chez eux le soir ou même dans la voiture ou quoi ou qu'est-ce, eh bien les premiers épisodes sont maintenant disponibles sur YouTube et ça sera également le cas pour tous ceux qui arriveront à partir d'aujourd'hui, @leomathé11, LEOMATHEY 11 sur YouTube pour tout retrouver. Maintenant que j'ai fait mon auto-promo et que je vous ai dit tout ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et avant qu'on parle ensemble de la troisième journée, je voulais quand même faire un petit retour rapide sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Malheureusement, le week-end dernier, premièrement, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de matchs. J'ai dû en voir 3 et demi à tout casser. Et j'ai pas non plus eu le temps, principalement dû au fait que j'ai pas vu les matchs, de pouvoir vous faire un épisode débrief. Donc on va quand même revenir sur les scores de la semaine dernière. Vendredi soir, le PSG recevait Montpellier. Le PSG s'est imposé facilement 6-0 dans un non-match. Je vous l'avais dit dans l'épisode preview. Pour moi, il n'y avait pas un monde où Montpellier pouvait ramener autre chose qu'une branlée du Parc des Princes. C'est ce qui s'est passé. Doublé de Barcola, un but d'Asensio, un but d'Hakimi et un dernier but de Warren Zaïre-Emery pour conclure le spectacle. En plus de ça, on a eu droit à des très beaux buts. Un Paris qui était en maîtrise totale, en contrôle total face à un Montpellier totalement absent qui n'a rien produit, qui dès le début de match a foutu son cul dans ses 30 mètres pour attendre les attaques parisiennes. Donc voilà, c'est très compliqué de ramener un résultat du Parc quand on joue comme ça et Montpellier en a fait les frais la semaine dernière. Le samedi à 17h, Lyon recevait Monaco, victoire 2-0 des hommes d'Adi Houter grâce à des buts de Ben Seguir et de Lamine Camara dans un match où Lyon n'a pas existé non plus. Seulement 2 tirs et une frappe cadrée en 90 minutes, c'est famélique, c'est beaucoup trop peu pour une équipe qui a des aspirations comme Lyon à jouer l'Europe. Et il n'y a pas eu un seul moment dans le match où on a senti que Lyon pouvait mettre en danger Monaco. Et moi, c'est ce qui me dérange vraiment parce que avec l'argent dépensé sur le mercato par l'Olympique Lyonnais, les recrues offensives, en plus de ça, ils enregistraient le retour de Lacazette la semaine dernière. Tu ne peux pas produire aussi peu pour ton premier match de la saison à domicile face à Monaco. Monaco qui, en plus de ça, n'avait pas été étincelant la semaine d'avant à domicile face à Saint-Etienne. Là, c'était vraiment l'occasion pour Lyon, après la première fessée qu'ils avaient pris à Rennes lors de la première journée, de se réveiller, de montrer que voilà, ils s'étaient remis dans le droit chemin et qu'ils avaient réglé quelques problèmes. Pas du tout, ça a été tout l'inverse. Au final, victoire facile et méritée, j'ai envie de dire, de l'AS Monaco. Samedi 19h, Lille recevait Angers. Lille qui jouait encore entre deux rencontres européennes et qui s'est imposé 2-0 sans forcer grâce à des buts de Thomas Meunier et de Mohamed Bayo. Alors je dis sans forcer, le deuxième but, il est venu sur une contre-attaque à la 95e. Donc on peut dire que Lille n'a pas forcément été tranquille tout au long de la rencontre, mais si on regarde le contenu du match, ils ont quand même été en maîtrise. Ils avaient fait tourner un petit peu, ils n'ont pas forcément forcé, ils ont été en maîtrise, c'est eux qui ont eu la plupart des plus grosses occasions face à une équipe d'Angers bien trop faible, encore une fois, pour espérer quoi que ce soit d'un match contre une équipe qui va probablement jouer encore une fois le top 4 cette année. Pour Angers, ça risque d'être compliqué. Je l'avais déjà dit, je le dis, je le répète, cette équipe-là est trop faible pour se maintenir en Ligue 1. Il n'y a pas assez de menaces offensives dans l'équipe qui peuvent te permettre de débloquer des situations quand tu as un peu de mal collectivement. Donc je vois vraiment mal comment Angers pourrait s'en sortir cette année. Et au final, encore une fois, c'était une victoire en maîtrise, en contrôle de la part du LOSC. Samedi 21h, Saint-Etienne recevait Le Havre. Personnellement, je voyais bien Saint-Etienne l'emporter dans les prédictions que j'avais fait. Je crois que j'avais dit victoire 2-0 de Saint-Etienne. Retour de la Ligue 1 à Geoffroy Guichard, premier match de la saison. Alors ok, il n'y avait pas l'ambiance habituelle parce que ces abrutis de la LFP avaient décidé de fermer les deux COP stéphanois. Mais voilà, j'attendais quand même bien mieux de la part de Saint-Etienne qu'une défaite 2-0 à domicile face au Havre. Des buts d'Abdoulaye Touré sur penalty et d'Arouna Sanganté pour les hommes de Didier Digard. Ça, c'est un match que j'ai pas regardé, donc à part les quelques occasions que j'ai vues dans le résumé, je pourrais pas vous en dire grand-chose. Mais j'étais un petit peu déçu de voir qu'à domicile, Saint-Etienne n'avait pas réussi à ne serait-ce qu'accrocher un point d'une rencontre face à un concurrent direct pour le maintien. Le premier match du dimanche, c'était à 15h. Lens recevait Brest. Victoire 2-0 des hommes de Will Steele grâce à des buts de Johanner Chavez et un CSC du défenseur brestois, le Cardinal.
dans un match que Lens a maîtrisé dans la globalité, très honnêtement. Brest n'a pas proposé grand-chose, si ce n'est sur les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Brest a essayé d'enflammer un petit peu la rencontre, a eu quelques vraies belles situations, hein, notamment par Ajorc et par Romain Fèvre. Mais passé le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, le soufflet est vite retombé, les Lensois ont été en contrôle. Ils auraient même pu, avec un petit peu plus d'efficacité devant le but, marquer plus que 2 fois lors de ce match-là, hein, parce que Sotoka loupe une occasion énorme, Anas Zaroury aussi. D'ailleurs, Zaroury, on en reparlera probablement dans le débrief de ce week-end, mais pour sa première en Ligue 1, je trouve qu'il a fait une très bonne prestation. C'est un joueur qui va apporter énormément offensivement à l'équipe de Will Steele. Donc voilà, victoire méritée des Lensois. Et comme j'ai dit, ils auraient pu alourdir un petit peu plus la marque s'ils avaient été un peu plus efficaces devant le but. Dimanche, à 17h, on avait droit à 3 matchs. Le premier, Nice-Toulouse, c'est un match que je n'ai pas vu du tout. Ça a fini en match nul 1-1, un but de Jonathan Clauss pour Nice et de Xavi Babiaka pour Toulouse. La seule chose que j'ai vue, et ça je tenais quand même à en parler, c'est l'état absolument cataclysmique du terrain de l'Allianz Riviera. Pour moi, c'est impossible, quand tu es une équipe de Ligue 1, de proposer un terrain aussi mauvais. Alors au fil des années, on en a vu des terrains de merde, hein, pour être honnête, c'est pas la première fois, mais on a déjà du mal à vendre le championnat, à vendre le produit, parce que le jeu n'est pas forcément super attrayant, parce qu'on n'a pas des joueurs exceptionnels dans le championnat, mais quand visuellement, tu n'es même pas capable de proposer quelque chose de beau, parce que je peux vous dire que quand tu allumes la télé, que tu te mets le match de Nice la semaine dernière et que tu vois l'état de la pelouse, mais tu n'as même pas envie de regarder le match, sincèrement. C'était, alors techniquement, énormément de déchets sur une pelouse comme ça se comprend. Voilà, bon. Je tenais quand même à en parler rapidement parce que moi, c'est des choses qui m'énervent. Mais voilà, le match en lui-même, je ne pourrais pas vous en dire grand-chose de plus. Deuxième match du dimanche à 17h, Nantes qui recevait Auxerre, victoire 2-0 des hommes d'Antoine Comboiré, un but de Moses Simon et du jeune Guirassy en toute fin de match. Victoire méritée des hommes de Comboiré, j'ai envie de dire, même si avec un petit peu plus d'efficacité, je pense qu'Auxerre aurait pu ramener au moins un point de la Beaujoire parce qu'ils ont eu des situations, ils n'ont pas su les concrétiser, ils n'ont pas été aussi tranchants offensivement que lors de la première semaine à domicile face à Nice et ça leur a fait défaut. Alors, il faut aussi dire qu'ils ont joué à 10. Je crois que l'attaquant auxerrois Onayou a pris un rouge dès la 55e minute, si je ne vous dis pas de conneries. Donc ils ont joué plus d'une demi-heure à 10. Forcément, ça n'aide pas. Mais voilà, au final, victoire 2-0 des hommes de Comboiré. Et Nantes qui fait un bon début de championnat. 4 points pris sur 6 possibles. Un match nul à Toulouse lors de la première journée. Une victoire à domicile face à Auxerre devant le public de la Beaujoire lors de la deuxième journée. Je pense que le technicien Canac pourrait être content de ce début de saison. Avant-dernier match de la deuxième journée auquel on a eu droit la semaine dernière, dimanche 17h, Strasbourg recevait Rennes. Ça, c'est un des matchs que j'ai pu voir en entier cette fois-ci. Victoire 3-1 des hommes de Liam Rosseignor, but d'André Santos, d'Emmanuel Emega et un CSC de Christopher Wu contre un but de Ludovic Blas pour le Stade Rennais. Alors très honnêtement, j'étais extrêmement déçu de la prestation rennaise. Après la première semaine où ils nous avaient fait un super match face à Lyon, on s'était dit Rennes, ça tourne déjà à plein régime, ça tourne comme une horlogerie suisse. Et bah pas du tout. Alors déjà, petit mot, j'ai pas du tout compris ce qu'a cherché à faire Julien Stéphan avec sa compo de départ. Blas titulaire en pointe, j'ai pas aimé. Truffert qui rentre au milieu, j'ai pas aimé. L'animation offensive, elle était... C'était pas beau, c'était vraiment pas beau à voir. Beaucoup de déchets techniques. Défensivement, on a l'impression qu'ils étaient débordés sur chaque sortie de balle des Strasbourgeois, que ce soit les attaques placées ou les attaques en contre. Je sais pas, vraiment, j'ai pas du tout aimé la prestation rennaise. À l'inverse, j'ai beaucoup aimé l'enthousiasme mis par les Strasbourgeois devant leur public de la Méno. Je trouve qu'ils se sont quand même beaucoup projetés vers l'avant comparé à la première journée qu'on avait vu le match face à Montpellier. Là, franchement, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'allant offensif, une envie de jouer qui faisait plaisir à voir avec une équipe toujours aussi jeune, hein. Je crois que la moyenne d'âge de l'équipe strasbourgeoise alignée depuis le début de saison, ça doit tourner autour des 22 ans. Là, voilà, je pense que ça... Alors, devant un public de la Méno assez contestataire vis-à-vis de la politique sportive menée par les propriétaires du club, je pense que ça aura fait du bien à tout le monde d'obtenir une première victoire face à une belle équipe rennaise
que ce soit aux joueurs, à l'entraîneur qui cherchait encore une dynamique et un 11 de départ type, et aux supporters de pouvoir assister à ce résultat-là. Et enfin, dernier match de la deuxième journée avant qu'on preview la troisième de ce week-end, Marseille recevait Reims. Un petit peu à l'image de ce que j'avais dit pour PSG Montpellier, je m'attendais vraiment à voir l'OM mettre une fessée aux Rémois après la magnifique victoire 5-1 à Brest lors de la première journée. Il n'en est rien. Match nul, 2 buts partout entre l'OM et le Stade de Reims. Des buts d'Amin Harit et de Mason Greenwood côté marseillais et de Sergio Akieme et Yaya Fofana côté rémois, dans un match à la physionomie assez bizarre où l'OM a eu énormément de situations en première mi-temps. Et là, je suis désolé, mais on va parler d'un homme, Eli Wahi, recruté pour 25 millions, qui a loupé 3 face-à-face énormes. Enfin, je dis face-à-face, il y a quand même une situation où il est seul devant le but avec le gardien qui est couché par terre dans les 6 mètres et il tire au-dessus. C'est trop peu, c'est beaucoup trop peu, c'est beaucoup trop faible. Même quand tu es l'Olympique de Marseille avec tous les atouts offensifs que tu as face à une équipe rémoise qui semblait bien plus faible sur le papier, tu ne peux pas te permettre de louper autant d'occasions que ce qu'a fait l'OM. L'OM menait quand même 1-0 à la pause. Reims a totalement renversé le match en 5 minutes en deuxième période en inscrivant des buts à la 51e et 55e. Au final, l'OM a fini par égaliser aux alentours de la 70e. Aurait même pu reprendre l'avantage si ce n'était pour une frappe sur le poteau de Jonathan Rowe, la dernière arrivée marseillaise. Donc voilà, c'était un match un petit peu bizarre où je pensais vraiment voir l'OM s'imposer en étant en contrôle, en maîtrise. Ça n'a été pas le cas. En tout cas pour les Rémois, c'était un très bon point ramené du Vélodrome la semaine dernière. Maintenant qu'on a parlé, qu'on a débriefé rapidement la deuxième journée, on va parler de la troisième journée qui débute ce soir avec, comme je l'ai dit, la réception de Strasbourg par l'Olympique lyonnais. Je vois un match compliqué pour les Lyonnais. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien montré depuis le début de saison qui me laisse croire qu'ils seront capables de battre une équipe strasbourgeoise qui vient de faire un premier très beau résultat cette année. Je pense que Strasbourg, sur la lancée de son match la semaine dernière face à Rennes, va essayer dans un premier temps de bien défendre. Je ne pense pas qu'on voit Strasbourg se jeter autant vers l'avant que la semaine dernière à domicile face à Rennes. Je pense qu'ils vont d'abord essayer de bien défendre, de ne pas prendre de but. Et Lyon ne m'a montré aucun signe du fait qu'ils étaient capables de casser une défense qui cherchera à les attendre et à les contrer. Donc personnellement, j'ai du mal à voir une victoire lyonnaise. J'ai un petit peu de mal à voir une victoire strasbourgeoise à l'extérieur aussi, parce que même s'ils ont fait un très bon résultat la semaine dernière face à Rennes, ça a été aussi dû en grande partie, j'ai envie de dire, ou tout du moins en partie, grâce à la mauvaise prestation rennaise, parce que Strasbourg n'a pas non plus fait un match sensationnel. Mais voilà, je vois bien un match nul avec des buts quand même, donc je vais dire 2 partout. Alors, le score final est un petit peu contradictoire avec ce que je viens de dire juste avant, mais je pense qu'à force, si Strasbourg réussit à bien défendre dans les 30 premières minutes, je pense que Strasbourg aura un petit peu plus de facilité à se projeter en contre. Et peut-être que Lyon réussira à trouver la faille aussi. Donc voilà, je vais dire match nul, 2 buts partout pour cette rencontre-là. Le samedi à 17h, Brest reçoit Saint-Étienne. Je ne vois pas de meilleur moment pour les hommes d'Éric Roy que de lancer leur saison à domicile, face à un promu. S'ils ne le font pas maintenant, ils ne le feront jamais. Le tirage de la Ligue des Champions, le tirage au sort de la Ligue des Champions est tombé hier. Brest va affronter des monuments du football européen, le Real, le Barça, Leverkusen. Si les Brestois veulent ne serait-ce qu'arriver dans cette compétition avec un minimum de confiance, il va falloir qu'ils commencent à faire des résultats en championnat, et ça passe par une victoire à domicile face à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui depuis le début de saison est quand même en grande difficulté, pas inscrit le moindre but, a du mal à défendre correctement. Il y a beaucoup d'égarements dans la défense stéphanoise. Donc voilà, très honnêtement, je vois mal Saint-Étienne réussir à ramener quoi que ce soit du stade Francis Leblay, et je pense que Brest va devoir lancer sa saison à domicile. C'est pourquoi je vois une victoire 2-0 des Brestois. Samedi 19h, Montpellier reçoit Nantes, troisième match de cette journée de Ligue 1. Ça risque de pas être le match de l'année, qu'on soit bien clair. Sur une pelouse qui, encore une fois, est vraiment pas au top. On l'a vu lors de la première journée. Une équipe de Montpellier qui n'est vraiment pas au top non plus, et qui, moi, personnellement, me fait très peur cette année. Encore plus peur que ce que je vous avais dit dans l'épisode où je vous donnais mes prédictions pour cette saison, parce que
Je vois vraiment aucun signal positif côté montpelliérain. En plus de ça, là on arrive sur le dernier jour du mercato et à tout moment, ils ont un ou deux joueurs qui partent si Nicolin reçoit une offre sensée financièrement. Donc j'ai très très peur pour Montpellier cette année. Face à une équipe de Nantes qui fait plutôt un bon début de championnat, un match nul à Toulouse comme j'ai dit lors de la première journée et victoire à domicile ensuite face à Auxerre le week-end dernier. J'ai quand même un petit peu de mal à voir les Nantais aller chercher une victoire à l'extérieur parce que, encore une fois, un petit peu à l'image de ce que je disais pour Strasbourg, je pense que dans un premier temps, Nantes sera plus préoccupé par le fait de bien défendre et de ne pas encaisser de but que par le fait d'aller chercher la victoire. Donc je vois bien un petit match nul un partout à l'image de ce que Montpellier a fait à domicile contre Strasbourg lors de la première journée. Ça ne sera clairement pas le match de l'année, je pense. On n'est pas sur les deux équipes les plus flamboyantes du championnat de France. Donc voilà, je dirais match nul, un but partout avec quand même un petit avantage aux Nantais vis-à-vis de leur bon début de saison. Samedi 21h, Toulouse reçoit l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui va devoir se racheter après une prestation un petit peu en dents de scie face à Reims le week-end dernier. Toulouse qui fait un début de saison poussif. Alors maintenant, je ne m'inquiète pas du tout pour les hommes de Carles Martinez-Novel. Ils ont débuté le championnat de façon assez poussive la saison dernière aussi. Et au final, ils ont fini par faire une très bonne saison avec un très gros parcours en Europa League aussi. C'est une équipe qui joue au foot, c'est une équipe qui va vers l'avant, qui se crée des situations. Et moi, les équipes qui jouent au foot et qui se créent des situations, je ne m'inquiète pas pour elle parce qu'il y a forcément un moment où la chance va tourner. Le début de saison de Toulouse, il est moyen, mais il est surtout dû au fait qu'ils ne sont pas efficaces devant le but parce qu'à domicile, lors de la première journée face à Nantes, c'est un match qu'ils auraient dû remporter. Ils ont largement eu les situations pour gagner ce match-là et si ça n'avait pas été pour un énorme Alban Lafont, je pense qu'ils l'auraient gagné. Donc voilà, je ne me fais pas de soucis pour Toulouse. Je pense qu'au fur et à mesure du championnat, ils trouveront un petit peu d'efficacité, ils réussiront à prendre des points et à gagner des matchs. Là maintenant, je vais plutôt donner l'avantage à l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Parce que Marseille a montré de très belles choses en contre-attaque lors de la première journée à Brest. Je pense que l'OM a un style de jeu sous des Zerbi qui est quand même plus fait pour réussir à contre-attaquer et à être à l'aise lors des matchs à l'extérieur plutôt que d'avoir le ballon et d'être à l'aise lors des matchs à domicile comme c'était le cas face à Reims la semaine dernière. Donc je vais donner l'avantage à l'Olympique de Marseille. Je vois une rencontre avec des buts et je vois une victoire 3-1 des hommes de De Zerbi avec un Mason Greenwood qui continue son très bon début de saison. Le dimanche à 15h, très belle rencontre entre deux équipes qui vont prétendre à pouvoir jouer l'Europe cette année. Monaco reçoit Lens. Alors Lens qui va devoir se remettre psychologiquement de son élimination sur la pelouse de l'Olympiakos lors du tour de barrage de qualification à la Conference League. Lens a perdu 2-0 hier soir. Sotoka a loupé un penalty en début de rencontre qui aurait vraiment pu mettre les Lensois à l'abri. Ils ont derrière... Ils n'ont pas proposé grand-chose. Je n'ai pas vu l'entièreté du match, mais de ce que j'ai vu, ça ne m'a pas plu. Sincèrement, je n'ai pas forcément aimé la prestation lensoise. Au final, ils perdent 2-0 et ils sont donc éliminés. Ils ne joueront pas l'Europe cette année. Alors, vous me direz, c'est peut-être un point positif dans le sens où je ne pense pas que Lens avait un effectif taillé cette saison pour jouer et le championnat et la Coupe d'Europe. Je pense que le fait de jouer juste le championnat va pouvoir leur permettre de se concentrer à fond là-dessus et de potentiellement finir plus haut que ce qu'ils auraient fait s'ils avaient joué la Coupe d'Europe. Donc au final, je pense que c'est plutôt un mal pour un bien, même si financièrement, bien évidemment, tu as quand même toujours envie de jouer une Coupe d'Europe. Je pense que sportivement, ça va leur être bénéfique cette année de ne jouer que le championnat. Face à une équipe de Monaco qui est très très bien rentrée dans sa saison, 2 matchs de victoire. Victoire face à Saint-Etienne lors de la première journée, victoire sur la pelouse du Groupama Stadium la semaine dernière. Je vais donner l'avantage aux Monégasques sur ce match-là. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, ils arrivent dans une bien meilleure forme que les Lensois qui viennent de se faire éliminer de la Coupe d'Europe. Physiquement, ils arrivent dans une meilleure forme aussi parce qu'ils n'ont pas joué de match de Coupe d'Europe depuis le début d'année. Ils sont au repos depuis la semaine dernière alors que Lens vient de s'enquiller un déplacement en Grèce plus un match de 90 minutes et une défaite, que ce soit moralement ou physiquement, ça va faire du mal aux hommes de Will Steele. Et je pense que Monaco a les armes devant son public, devant le peu de monde qui sera présent à Louis II, pour remporter ce match-là. Je vois bien une victoire 2-1 des Monégasques. Pourquoi je ne vois pas une victoire plus large ? Parce que même si je pense que Lens ne sera pas l'équipe la plus sexy à regarder jouer cette année, je pense que Will Steele va réussir à en faire une équipe qui défend bien et une équipe qui est difficile à battre. Donc voilà, je ne vois pas Lens prendre énormément de buts et je pense qu'une victoire 2-1 des Monégasques satisfera
entièrement à 10 Houter et ses hommes. Le dimanche à 17h, le premier des 3 matchs, Angers reçoit Nice dans un match qui encore une fois sera probablement pas le plus passionnant à regarder et un peu à l'image de ce que je vous ai dit concernant le match Brest-Saint-Etienne. Je ne vois pas un meilleur moment pour les Niçois, pour les hommes de Francaise que de lancer leur saison à l'extérieur face à une équipe d'Angers bien trop faible pour rivaliser cette saison en Ligue 1. Si Nice veut espérer quoi que ce soit de cette année, ils doivent commencer à prendre des points et ils doivent commencer à prendre des points dès maintenant. Angers, c'est une équipe qui est largement à leur portée. Nice a un effectif bien supérieur aux Angevins. Donc voilà, Nice doit l'emporter. Le retour de certains joueurs, je pense à Melvin Barr notamment, fait que le système mis en place par Francaise a un petit peu plus de sens. Je vous avais dit dans le débrief de la première journée que pour moi, jouer le 3-4-3 avec un Bilal Brahimi piston gauche, c'était un non-sens absolu. Là, je pense que le retour de Melvin Barr règle en partie ce problème-là. Alors, Nice s'est renforcé, Nice a enregistré l'arrivée en prêt de Youssoupha Moukoko en provenance de Dortmund. Je ne pense pas que ça soit lui qui change la face de l'équipe. Je pense que ça apporte quand même une solution de plus en attaque pour Francaise et ça c'est une bonne chose. Mais j'attends quand même de Nice qui recrute au moins encore 1 ou 2 joueurs lors de cette dernière journée de Mercato pour pouvoir offrir un petit peu plus de solutions à Francaise parce que là, notamment défensivement, j'ai du mal à voir les Niçois faire toute la saison avec une défense à 3 avec les individualités qu'ils ont. Donc voilà pour le petit point mercato côté niçois. Cela dit, je le dis et je le répète, Nice doit battre Angers ce week-end et c'est pour ça que je vois une victoire 2-1 des hommes de Francaise à l'extérieur. Avant-dernier match de cette 3e journée de Ligue 1, Le Havre reçoit Auxerre. Le Havre qui vient de décrocher un très bon résultat sur la pelouse de Geoffroy Guichard la semaine dernière. Auxerre qui après sa première belle victoire lors de la première journée face à Nice a été battu à Nantes. Je pense que ça va être un match équilibré entre deux équipes qui vont probablement pas chercher à trop se découvrir. Le Havre, je pense, va devoir faire le jeu à domicile. Ils ont montré qu'ils étaient capables de faire de belles choses le week-end dernier à Saint-Etienne. Alors personnellement, j'y crois pas du tout en Le Havre cette année. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles j'y crois pas. Didier Digard est la raison principale. Maintenant, s'il arrive à faire jouer son équipe de façon à ce qu'ils prennent 3 points par-ci, 3 points par-là face aux concurrents directs, dont Auxerre fait partie, peut-être qu'ils auront une chance de se sauver cette année. En tout cas, je ne les vois pas forcément gagner ce week-end, je ne les vois pas forcément perdre non plus et c'est la raison pour laquelle je vois un match nul un partout entre encore une fois deux équipes qui vont probablement chercher à ne pas prendre de but avant de chercher à en marquer. Avant-dernier match de cette 3e journée, Reims reçoit Rennes dimanche à 17h également. Rennes doit se rattraper de sa mauvaise prestation à Strasbourg le week-end dernier. Je pense que les Rennais ont largement de quoi l'emporter à Reims, très honnêtement. Premièrement, parce que d'un point de vue effectif, ils ont quand même une équipe qui est bien plus séduisante que les Rémois. Maintenant, Reims sort d'un très bon résultat. Je pense que Luca Elsner sera très content d'avoir réussi à ramener un point du Vélodrome dimanche dernier. Après, je pense que si Rennes fait le taf, si Julien Stéphan nous fait un petit peu moins de fantaisie dans la compo de départ, c'est-à-dire remet un vrai milieu à la place de Truffert dans l'axe du jeu rennais, met un attaquant plutôt que Ludo Blas en pointe devant et à la limite tu fais redescendre Blas en soutien derrière les deux attaquants, s'il fait quelque chose d'un petit peu plus sensé au niveau de sa compo, je pense que Rennes a de quoi l'emporter à Reims. Je vais pronostiquer une victoire de 2-1 des Rennais en espérant qu'Amine Gouiri ressemble plus au Amine Gouiri de la première journée qu'au Amine Gouiri de la deuxième journée. On n'a encore pas beaucoup vu Arnaud Kalimuendo jouer cette année. Ludo Blas fait plutôt un bon début de saison individuellement. Maintenant, il faut que ça se traduise par des prestations qui, dans le collectif, servent aussi l'équipe. Donc voilà, je ne vais pas trop parler de cette équipe de Reims parce que très honnêtement, j'ai du mal à me prononcer. Je vous avais dit lors de l'épisode prédiction du classement qu'ils avaient un effectif très limité. Maintenant, ils réussiront à accrocher des résultats. Ils ont réussi à accrocher un résultat au Vélodrome. Est-ce qu'ils réussiront à accrocher des résultats face aux bonnes équipes du championnat tous les week-ends? Ça, personnellement, je ne sais pas et c'est pourquoi je donne l'avantage aux Rennais. Ce week-end, dernier match enfin de cette 3e journée de Ligue 1. Premier vrai très gros choc de la saison. Le Paris Saint-Germain qui reçoit Lille dimanche soir au Parc des Princes. Alors, ça risque d'être un très beau match. Je
pense que ça sera un match assez enlevé, un match avec des buts. Maintenant, je pense que la marche sera un petit peu trop haute pour les Lillois. Non pas que je ne pense pas qu'ils puissent rivaliser avec le PSG parce qu'ils ont largement des joueurs de quoi proposer un niveau de jeu décent pour accrocher un résultat au parc. Maintenant, ils viennent de se taper un déplacement à Prague en Coupe d'Europe où ils ont réussi à se qualifier. D'ailleurs, Lille jouera la Ligue des Champions. Pour ceux qui sont encore là, au bout de ce podcast, je ferai un épisode spécial pour vous parler des adversaires des Français en Ligue des Champions. Mais voilà, Lille vient de se taper un gros déplacement européen. Alors, couronné de succès, puisque comme j'ai dit, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais je pense que physiquement, ça va laisser des traces, puisque Lille joue quand même depuis tous les 3 jours, depuis 3 semaines maintenant. Donc physiquement, ils sont quand même à un niveau d'effort bien plus élevé que ce que Paris a fait depuis le début de saison. Et face à un PSG qui est en pleine bourre absolue depuis le début d'année, qui a collé 2 tôles au Havre et à Montpellier, j'ai du mal à voir le LOSC rivaliser au parc. Donc je vais donner l'avantage aux hommes de Luis Enrique pour cette rencontre-là. Je les vois s'imposer sur un score, j'ai pas envie de dire large parce que j'ai du mal à les voir mettre 4, 5, 6 buts à Lille comme ils ont fait à Montpellier. Mais je vois bien une victoire 3-1 des hommes de Luis Enrique avec pourquoi pas encore un but de Barcola qui continue son très bon début de saison. Donc voilà pour mes prédictions de cette 3e journée les refs. N'hésitez pas à me donner les vôtres, que ce soit dans la section commentaires de Spotify ou bien sur Twitter. Mon Twitter est accroché dans la description du podcast. Et encore une fois, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la page du podcast, que ce soit sur Spotify, sur Apple Music, sur Deezer, et il est même maintenant disponible sur YouTube pour ceux qui le souhaitent, @leomathé11, LEOMATHEY 11 pour pouvoir suivre les épisodes sur YouTube. Donc voilà, en attendant qu'on se retrouve en début de semaine prochaine pour le débrief de cette 3e journée, je vous dis profitez de la Ligue 1 ce week-end, prenez soin de vous et à bientôt.